Bonsoir. Est-ce la fin des voyages? Faudra-t-il renoncer à voyager? J'en sais rien en fait. Vous avez bien fait de venir. En vrai, je ne crois pas. Je n'espère pas. En revanche, j'aimerais bien qu'on renonce à un certain nombre de clichés, d'opinions, d'idées reçues à propos des voyages, à ces grandes phrases qui ne veulent pas dire grand-chose, du type moi, je voyage pour me trouver moi-même. À l'autre bout du monde, oui. Ou bien moi, je voyage pour aller à la rencontre des autres. Et peut-être que les autres ne veulent pas te rencontrer. Plus souvent, plus modestement, on entend moi, je voyage pour le plaisir. Parce que sinon, je m'ennuie. Il y a une phrase d'un personnage de Samuel Beckett que citait le philosophe Gilles Deleuze, que j'aime bien, qui dit « Nous ne voyageons pas pour le plaisir de voyager, que je sache. Nous sommes cons, mais pas à ce point. » On croit que les voyages vont donner un sens à nos existences, mais si on y réfléchit bien, c'est la pratique humaine la plus insensée qui soit. Elle est pleine de paradoxes. À mes yeux, elle révèle toutes les contradictions de notre nature. J'ai assez tôt dans l'enfance fait l'expérience de ce type de contradiction qui consiste à aimer et en même temps à détester voyager, à désirer partir et à avoir très peur de partir. J'ai eu peur d'être malade, je me suis parfois ennuyée, je me suis parfois disputée avec mes compagnons de voyage, peut-être que vous aussi. Et puis parfois, je me suis sentie mal à l'aise, et puis je me suis dit, à quoi bon? Qu'est-ce que je fais là? Et puis j'ai réalisé, en regardant du côté de l'histoire de la philosophie, que ces questions, ces contradictions, elles ne m'appartenaient pas déjà, et puis elles existaient depuis des siècles. Depuis des siècles, on s'était demandé s'il y avait plus d'avantages ou d'inconvénients à voyager, ce que c'était qu'une bonne raison de voyager, si le voyage pour le plaisir pouvait être légitime, si les voyages étaient quelque chose de nécessaire ou de superflu. C'est vrai, pourquoi les humains voyagent? Pourquoi avons-nous besoin de nous dépayser? Est-ce que c'est un besoin naturel d'ailleurs? Est-ce que c'est censé nous rendre plus heureux? Est-ce que c'est censé nous rendre plus intelligents? Je voudrais vous montrer que ce qui apparaît comme une pratique très banale est en réalité loin d'être évident. Et je voudrais vous montrer qu'il y a au moins 5 grands paradoxes à l'œuvre dans la pratique des voyages. Le premier paradoxe, je l'appelle le paradoxe de Socrate, même si c'est surtout un philosophe stoïcien du 1er siècle après Jésus-Christ. J'espère que je ne vous ai pas perdu là, ne vous inquiétez pas. Sénèque, c'est ça l'essentiel, Sénèque, dans les lettres à Lucilius, qui en a parlé. Le jeune Lucilius va voir Sénèque, a écrit à Sénèque plutôt, puisqu'il s'agit de lettres. Il lui dit « Mais toi qui es sage, dis-moi, pourquoi je n'ai tiré aucun profit de mes voyages? Pourquoi je ne vais pas mieux après avoir voyagé? Pourquoi ça ne m'a servi à rien ?» Et le philosophe lui répond « Mais mon jeune ami, parce que tu as voyagé en ta propre compagnie, parce que tu ne peux pas partir de ta propre personne. » C'est une première limite. Il lui dit « Si tu veux changer, ne change pas de lieu, change d'abord d'âme. » Il ne faut pas croire qu'un changement géographique entraînera un changement moral. Et il ajoute même un argument a fortiori. Il dit « Si tu es vraiment déprimé, enfin lui il dit pas déprimé, il dit si tu souffres d'un dégoût de la vie, les voyages peuvent être une solution de court terme et contre-productive, un peu comme quand on gratte une plaie qui nous démange. Sur le coup, on est soulagé et puis on ne fait qu'empirer le mal. C'est ce qui est curieux avec le désir de dépaysement. On croit que le changement de lieu et le spectacle de choses nouvelles nous rendra mécaniquement, nécessairement plus heureux.
Il arrive que l'on déprime, que l'on s'ennuie, que l'on parte, et puis on se retrouve à déprimer, à s'ennuyer à l'autre bout du monde. C'est un petit peu dommage de payer cher pour ça. J'en viens à mon deuxième paradoxe, que j'appelle le paradoxe de l'aventure. Et ce paradoxe-là, il est lié aux notions de danger, d'imprévu, de risque inhérents au voyage. Alors, c'est peut-être pas évident pour vous, ça l'est plus pour moi parce que je ne suis pas téméraire. Moi, j'ai l'impression que je vais mourir dès que je franchis le seuil de la porte de ma maison. Peut-être que pour vous, le danger est absent. Mais quand même si vous êtes moins trouillard que moi, disons, il y a quelque chose de curieux dans le voyage, parce qu'on se plie volontairement à une forme de fatigue. On prend des risques, on se met dans des situations inconfortables. Il arrive que l'on mange mal, il arrive que l'on dorme mal aussi, il arrive que l'on ait le mal des transports, il arrive aussi que l'on soit jet-lagué, et tout ça pour le plaisir. Ça m'a toujours étonnée. Est-ce que ça en vaut bien la peine ? Sans doute, puisqu'on l'a payé pour ça. En fait, on veut qu'il se passe quelque chose. On recherche l'événement, on recherche l'aventure. Alors, pas l'aventure, la grande aventure, aller se battre à main nue avec des tigres, j'en sais rien, mais l'aventure au sens étymologique. L'aventure au sens de ce qui doit advenir, ce qui doit arriver à quelqu'un. On veut simplement voir des choses nouvelles et que des choses nouvelles nous arrivent. Ça soulève quand même immédiatement deux difficultés. La première difficulté, elle est liée au temps. C'est-à-dire qu'on peut se demander si le but du voyage ne se situe pas après le voyage, dans le récit qu'on fera des événements que l'on a vécus. Et certaines personnes vous diront « je voyage pour me construire des souvenirs », ce qui est totalement paradoxal. La deuxième difficulté, elle est liée à ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de la surprise. Comment peut-on délibérément chercher à être surpris, à faire des rencontres, à vivre des choses ? Comment peut-on, par exemple, recourir à des voyagistes qui vont organiser l'aventure ? Organiser l'aventure, en fait, c'est une forme de contradiction dans les termes. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Ce sont nos contradictions. Un philosophe l'avait très bien vu, qui expliquait pourquoi nous aimions ça et pourquoi il y avait quelque chose d'irrationnel là-dedans. C'est Jean Kelevitch, au XXe siècle, qui disait, en fait, tout simplement, nous voyageons parce que nous sommes humains. Un ange, un dieu, c'est-à-dire une entité immortelle, n'a pas la chance de pouvoir voyager, parce qu'il ne peut pas mourir, il ne peut pas prendre de risques. Nous sommes des petites créatures vulnérables, nous sommes des créatures finies et nous éprouvons cette existence, cette finitude de façon intense par le voyage. Donc le voyage est moins un privilège de riche qu'un privilège de mortel. Et j'en viens à mon troisième paradoxe, que j'appelle le paradoxe du voyage immobile. Parce qu'on pourrait quand même poser la question suivante. À quoi bon prendre des risques alors qu'on peut ouvrir un bon livre, regarder un film, une série télévisée, ou encore mettre un casque de réalité virtuelle sur les yeux ? On pourra partir très loin, on pourra s'évader. On n'aura pas perdu de temps, on aura sans doute perdu moins d'argent, on aura pris vraiment quasiment aucun risque. C'est le genre de solution qui me plaît, vous l'aurez compris. Et curieusement, dans l'histoire, ce sont souvent des grands voyageurs qui ont pensé cette question du voyage immobile. L'un d'entre eux s'appelait Pétrarque. C'est un humaniste italien au XIVe siècle qui a beaucoup voyagé, mais qui, à la fin de sa vie, dit « Certes, j'ai acquis beaucoup d'expérience par le voyage, mais quand même, ce que je préfère,
c'est ouvrir un livre. En 1 heure, je peux partir très loin, je peux revenir quand je veux. Je reviendrai, je n'aurai pas perdu de temps, pas perdu d'argent, je n'aurai pas perdu mes amis, ajoute-t-elle, et puis, ajoute-t-il, pardon, Pétrarque n'est pas devenue une femme. Et puis, je n'aurai pas sali mes chaussures. C'est Pétrarque qui dit ça, c'est pas moi. Mais la question qu'on pourrait poser à Pétrarque, c'est comment expliques-tu qu'on continue à désirer voyager malgré tout? Et comment expliques-tu, même si tu n'es pas avec nous maintenant, qu'en dépit de la profusion d'images, de textes, et en dépit de la profusion de moyens techniques dont nous disposons, nous continuons à désirer voyager vraiment? Sans doute que la meilleure réponse, elle a été apportée très tôt dans l'histoire, enfin, très tôt, c'est-à-dire au XVIe siècle, 2 siècles après Pétrarque, par Montaigne, qui dit « Eh bien moi, j'aime prendre des risques, j'aime me salir, j'aime même mal manger et mal dormir. Je veux bouger, je recherche l'inconfort, je veux faire des rencontres. » Il dit « Non, je n'ai rien d'un original, c'est simplement que notre condition consiste à aimer le changement et le mouvement. » Un point pour Michel dans ce débat Pétrarque-Montaigne. Mais on peut aller un peu plus loin encore, et là j'en viens au 4e paradoxe, que j'appelle le paradoxe du voyage possible. On pourrait se demander si on ne risque pas de gâcher le voyage en l'accomplissant. Cette question, ce n'est pas moi qui la pose. Je l'ai trouvée, encore une fois, étonnamment, chez une grande voyageuse suisse du XXe siècle, cette fois, qui s'appelait Ella Maillard. Et ça pose une question intéressante, c'est quand est-ce qu'on voyage réellement? Est-ce que c'est au moment où on commence à ouvrir un guide, à regarder une carte, à évoquer des noms propres de destinations, Samarcande, le Sahara, New York, l'Amazonie, je ne sais pas. Est-ce que c'est au moment où l'on part, où l'avion décolle, où le train démarre? Est-ce que c'est au moment, au contraire, où l'on est ailleurs, là-bas? Ou est-ce que c'est au moment où le voyage est achevé et qu'on est de retour chez soi? Marcel Proust, que vous connaissez assurément, passait son temps, et ça vous ne le savez peut-être pas, à lire des guides de voyage et surtout des horaires de chemin de fer. Vous allez me dire, bizarre, bizarre. Il dit, lire sur ces horaires, le train pour Venise partira à 8h45, le met en joie. Alors de 2 choses l'une, soit il est vraiment bizarre, soit il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Proust nous dit, ce qui est important, c'est que ces noms de lieux que je prononce, Parme, Venise, Florence, pour ce qui concerne Proust, réfèrent à des lieux réels, comme si ces lieux l'attendaient. Autrement dit, ce qui le fait rêver, ce n'est pas du tout un voyage imaginaire, mais un voyage possible. Vous pouvez vous demander ce qui compte le plus pour vous au moment présent. Est-ce que ce sont justement les voyages que vous avez accomplis, ou est-ce que ce sont ceux qui sont encore possibles et que peut-être d'ailleurs vous ne réaliserez jamais? J'en viens cependant à mon 5e et dernier paradoxe qui est lié au précédent et que j'appelle le paradoxe du déjà-vu. Qu'est-ce que ça veut dire aller voir ailleurs dans ce cas? Soit on n'a aucune idée de l'ailleurs en question, on n'en a aucune image, on n'en a jamais entendu parler, on n'a aucune raison de désirer aller le voir. Soit on le connaît parfaitement, peut-être trop, et alors on ne le désire pas comme ailleurs, puisqu'on le connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'aller voir ailleurs est toujours prisonnier d'une forme de déjà-vu, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais ça veut dire que l'ailleurs est toujours pensé sous la forme du vague.
on a nécessairement une notion vague, une vague connaissance de ce qu'on va voir. Et ça veut dire que le plaisir qu'on a en voyage n'est pas tellement un plaisir de la découverte, c'est un plaisir de la reconnaissance. On va vérifier que ces choses dont on avait une vague idée sont plus ou moins conformes justement à cette idée vague, que ce soit dans le bon sens ou non. C'est un plaisir comme ça de la reconnaissance. Ça veut dire autre chose, et j'en terminerai par là, c'est que cette idée de fin des voyages qu'on évoque actuellement, elle n'est pas nouvelle. En réalité, les humains ont commencé à dire que c'était la fin des voyages au moment où ils se sont mis à voyager massivement. Pourquoi ? Parce que ce qui est découvert n'est plus à découvrir, parce qu'une fois qu'on a vu et arpenté un lieu, on se condamne et on condamne les autres à ne faire que revoir. Ça ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Alors, est-ce que, comme le dit le personnage de Beckett, on est con ou pas au point de voyager pour le plaisir ? Ben oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et l'avantage, c'est qu'au moins, une fois qu'on le sait, on est un voyageur un tout petit peu moins con. Merci.